autrefois en Afrique. Aujourd'hui, le monde évolue. Le monde change grâce à l'homme. Bien choisir, c'est déjà réussir. IU jette une vision, une ambition et un projet pour les métiers d'avenir. Rejoignez-nous, ensemble bâtissons l'Afrique. IUJET est situé à Bonamoussadi, rond-point Mahéture, WhatsApp 651 696 937, site internet www.iujet.cm. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette édition nouvelle de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe. Merci également de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir instantanément toutes nos productions que nous mettons sur notre chaîne. Merci encore de vous abonner. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette production Patrice Ngalan en direct avec nous depuis New York aux États-Unis. Bonjour Patrice. Merci d'être sur 7 minutes pour convaincre. Bonjour. Alors Patrice, le président Paul Biya a annoncé la tenue du dialogue national pour résoudre la question de la crise anglophone. Que pensez-vous de cette initiative tant demandée par les Camerounais? Parviendra-t-elle, d'après vous, à résoudre définitivement le problème anglophone? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de demande que les Camerounais ont. Les Camerounais veulent la paix. Personne de sérieux ne peut ne pas vouloir la paix. Mais les Camerounais ne veulent pas seulement le dialogue, ils veulent aussi des négociations. Donc, nous avons déjà deux niveaux là. Au Cameroun, on parle surtout de dialogue parce que, à un certain moment, alors que Biya parlait de guerre, et donc chacun parlait de guerre au Cameroun, plus ou moins, la communauté internationale exigeait le dialogue. Ce qui veut donc dire qu'il a accédé à une demande de la communauté internationale et puis spécifiquement des États-Unis qui étaient les plus vocaux en cette matière. Mais entre-temps, quand même, depuis juin-juillet, il y a les négociations suisses qui étaient en chemin. Ce qui fait que voilà un autre scénario qui est également sur la table et qui fait partie des demandes des Camerounais. Alors, un dialogue sans Sisikou Ayoub Tabé qui est condamné à vie à la prison de Yaoundé avec une amende de 250 milliards de francs CFA à verser à l'État du Cameroun. Est-ce que vous pensez que ce dialogue sera véritablement franc? Ce n'est même pas seulement que Sisikou Ayoub Tabé soit condamné, c'est aussi que les leaders ambazoniens qui sont à l'extérieur du Cameroun, tous, et qui ont participé aux négociations de Genève, lorsque Biya était d'ailleurs à Genève, c'est-à-dire ces négociations ont eu lieu lorsqu'il s'est rechassé de Genève, tous ces leaders-là ont contre eux un mandat d'arrêt international qui n'a pas encore été levé. Ça veut donc dire que pour eux déjà, se mouvoir pour venir à Yaoundé est impossible tant que ce mandat d'arrêt n'est pas levé. Personne n'a jamais dit que ce mandat d'arrêt national serait levé. Je veux dire personne du Cameroun, du pouvoir au Cameroun. Le dialogue est donc de ce point de vue déjà plombé, même pour les leaders ambazoniens, même si on exclut Ayoub Tabé qui est condamné. Et on ne parle même pas des francophones, par exemple Maurice Kamto qui est en prison et tout le directoire du MRC. Alors, dans son discours d'annonce de la tenue de ce dialogue, le président Paul Biya a lancé un appel, un vif appel d'ailleurs aux pays de la communauté internationale. Il souhaite que ceux-ci essayent de mettre la main ou alors de traiter de terroristes les personnes qui financent les tensions au Cameroun. Est-ce que vous vous sentez visé particulièrement, Patrice, par cette demande du président camerounais? Pour moi, déjà, je veux dire, j'étais en prison à Yaoundé au Cameroun. S'il voulait me condamner, il m'aurait condamné. J'ai été relaxé. Toutes les charges de l'État camerounais sont tombées devant mes pieds. Je suis le seul qui a été relaxé comme ça. J'aurais bien pu aller au tribunal militaire. Je n'y suis pas allé. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il est important de savoir que sur la terre entière, l'écrivain a une fonction qui est celle d'un concierge de la République. L'écrivain a pour seconde fonction en temps de guerre d'organiser le peuple et puis de lui donner la direction morale
qui est la sienne. À l'heure actuelle, nous avons un génocide. Et dans le même discours, Paul Biya, il a parlé de génocide, ce qui est unique dans l'histoire du Cameroun, qui connaît quand même plusieurs génocides, qui connaît une téléologie de génocide. Depuis 1956, 57, 58, 70 contre les Bamileke, les Bassa, et puis les massacres contre les nordistes. Donc, pour la première fois qu'un président camerounais parle de génocide, c'est ça qui est l'enjeu fondamental. N'est-ce pas? Et puis, il faut agir là-dessus. Le reste, ce sont des épisodes qui ne sont pas d'importance vraiment. Alors, vous parlez de génocide, Patrice. Est-ce qu'on peut mettre toutes ces exactions que vous dites sur le dos de l'État du Cameroun? Parce que dites-vous bien que ce n'est pas l'État qui a pris les armes pour tuer les populations. Aujourd'hui, on assiste à des affrontements sur le terrain entre les séparatistes et les forces nationales. On assiste justement à des luttes sur le terrain des séparatistes qui gagnent certaines parties du territoire en prenant d'autres personnes en otage ou alors en tirant sur eux carrément. Est-ce que, quand vous parlez de génocide, vous pensez qu'on peut mettre ça sous le dos du pouvoir en place à Yaoundé? Il faut y aller doucement. Déjà, pour parler de dialogue, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc, c'est ce qui n'est pas respecté là. Ce qui veut donc dire que le dialogue déjà ne peut pas être pris au sérieux. Parce qu'un dialogue sans cessez-le-feu veut donc que les conflits n'aient pas encore cessé. Et c'est ce qui se passe. D'autre part, mettre sur le dos de l'État l'accusation de génocide est légitime parce que c'est toujours l'État historiquement qui commet un génocide. Il n'y a jamais eu un génocide qui soit commis par un individu. L'individu n'a pas la force militaire et institutionnelle pour avoir un crime de masse. Et rappelez-vous déjà qu'en 2018, l'ambassadeur américain avait dit que le gouvernement camerounais était accusé d'assassinat ciblé. C'est-à-dire ciblé qui? Les anglophones. C'est déjà ça l'ouverture de la fenêtre du génocide. Ça veut donc dire que 1 an, 2 ans après, la seule chose qui soit possible, c'est une commission d'enquête internationale sur le génocide. Donc, c'est cela qui établirait les responsabilités par rapport à ce génocide-là. Et personne ne peut y échapper, quel qu'en soit le cas. On ne peut pas échapper à ce fait parce que déjà, rappelez-vous, personne ne va plus au nord-ouest et au sud-ouest qui soit de la communauté internationale. C'est-à-dire que le Congresswoman Karen Bass est venue au Cameroun avec une délégation de représentants américains. Accès leur a été interdit au nord-ouest et au sud-ouest. Bachelet de l'ONU est venu au Cameroun. Accès lui a été interdit au nord-ouest et au sud-ouest. La dernière personne internationale qui soit allée au nord-ouest et au sud-ouest était le représentant de Macron, sur qui d'ailleurs avait été tiré. Et comme nous savons, le gouverneur du sud-ouest lui-même au Kalabila, et lorsqu'il s'en va dans son propre bureau, il est tiré sur lui. Vous voyez, c'est une situation extraordinaire dans laquelle le dialogue ne peut pas être pris au sérieux, mais ce qui devrait être pris au sérieux, c'est une commission d'enquête internationale sur le génocide qui permette déjà aux gens d'aller dans le nord-ouest et le sud-ouest pour voir ce qui se passe afin d'établir clairement la responsabilité de qui que ce soit. Alors, que revendiquent exactement les sécessionnistes? Parce que, je vais prendre un cas simple, Patrice. Vous, lorsque vous avez été chassé du Cameroun, vous avez vite fait de prendre un passeport ambazonien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous traiter, vous aussi, Patrice Nganan, d'ambazonien, de séparatiste? C'est ce que vous voulez? Oh, je suis ambazonien. Vous savez, le langage de la propagande camerounaise a son vocabulaire. Séparatiste, c'est un des mots de ce vocabulaire-là. Il y a, du point de vue anglophone, des mots pour se désigner. C'est indépendantiste, c'est restaurationniste, etc. Vous savez, le Cameroun traverse une phase qui n'est pas nouvelle. C'est une phase qui a commencé déjà avec l'Érythrée, avec le Soudan du Sud, n'est-ce pas, ou quel qu'en soit le cas, il y a de nouveaux États qui vont naître. Avec la disparition de l'Union soviétique, on a nous-mêmes vu comment de nouveaux États ont surgi, n'est-ce pas? Il est impossible que dans 20 ans, dans 30 ans, l'Afrique que nous connaissons n'ait que les 53 États que nous avons aujourd'hui. C'est impossible. Tout comme avec le traitement que nous voyons subir, que nous voyons les anglophones subir, il est impossible vraiment que leurs enfants, leurs petits-enfants acceptent ça comme étant leur condition de vie dans un État francophone. C'est vraiment humainement impossible. Donc, de ce point de vue, je crois que la définition de chacun est essentielle, c'est-à-dire en tant que citoyen, en tant que personne qui respecte la vie, qui respecte la dignité, qui respecte justement les choses aussi simples que l'existence. Voilà ce qui pour moi est au centre de
tout débat, c'est-à-dire quelle est l'importance de la vie et quelle valeur est-ce qu'on donne à la vie dans un espace bien précis. Cet espace peut être le Cameroun, ça peut être l'Amazonie, ça peut être le Soudan du Sud, ça peut être l'Érythrée, qui sont des États avec lesquels le Cameroun actuellement a des relations diplomatiques et qui avant, en 1960, n'existaient pas. Alors justement, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une crise profonde au Cameroun liée au séparatisme. Lorsqu'on vous appelle sur la table du dialogue national pour échanger sur la question, vous fuyez. Qu'est-ce que vous recherchez finalement? Un fui, non, il ne faut pas quand même exagérer. Moi, personnellement, j'ai été expulsé du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui a payé mon billet d'avion pour m'expulser. Ça, c'est quand même nouveau. Je suis le seul Camerounais à qui l'État du Cameroun a payé le billet d'avion après l'avoir mis dans un cortège présidentiel pour l'expulser. Donc, et moi, je voulais rester à Yaoundé. Là, il faut vraiment le dire clairement. Mais aussi, d'autre part, je ne suis pas le porte-parole des indépendantistes anglophones. Ils ont une voix suffisamment forte, ils ont une langue suffisamment forte pour s'exprimer. Il suffit donc de les écouter. Et la table pour les écouter a été établie en Suisse. C'était la table des négociations. Parce qu'en effet, chacun d'entre nous voit que le pouvoir à Yaoundé, le pouvoir de Yaoundé est en train de perdre sur le terrain, c'est-à-dire que n'a pas pu gagner la guerre qu'il a déclaré lui-même le 30 novembre 2017. Et moi, j'étais à Boya lorsque la guerre était déclarée. J'avais écrit un texte où je disais que la guerre ne pouvait pas être gagnée. Donc, 2 ans après, on se retrouve avec cette guerre perdue par Yaoundé et Yaoundé qui sont obligés de faire un dialogue que Biya ne voulait pas à l'époque et maintenant qu'il est obligé de faire. Mais actuellement, ce qui est sur la table, ce n'est plus le dialogue, c'est les négociations. Donc, la seule chose après l'échec de ce dialogue-là qui est évident, ce sera de venir sur la table des négociations pour enfin parler de la chose qui est la plus simple. La première de ces choses sera, n'est-ce pas, le cessez-le-feu. La deuxième chose sera le génocide, c'est-à-dire une commission d'enquête internationale sur le génocide, parce que la vie des êtres humains doit avoir une valeur au Cameroun. Mais il faut quand même se rappeler de ceci. À Yaoundé, à l'heure actuelle, il y a de fausses communes où on enterre des gens, n'est-ce pas? Les gens sont enterrés vivants dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une situation qui ne peut pas durer. Et le dialogue là que nous voyons ne peut pas la résoudre, mais c'est une commission d'enquête nationale qui va rétablir la justice au centre du vivre ensemble qui pourra le faire. Bah écoutez, personnellement, nous ne pouvons pas affirmer qu'il existe des fausses communes dans lesquelles on enterre des personnes dans cette partie du pays. Mais ce que je voudrais, par exemple, vous poser comme question, Patrice, c'est est-ce que vous financez la guerre dans cette partie du Cameroun? Parce qu'on vous a vu plusieurs fois dans des lives sur Internet demander à certains Camerounais de prendre des armes afin de se retourner contre le régime. Est-ce que vous n'êtes pas finalement l'un des financiers, même idéologiques, de ce qui se passe au Cameroun en ce moment? Moi, je pense que le Cameroun vit dans une situation française qui est extraordinaire. C'est que ceux-mêmes qui sont les architectes de notre désastre, la France, se cachent et imposent le calendrier qui est la décentralisation. C'est ça, en fait, qui est le crime. La France est venue, c'est-à-dire le Premier ministre français, à ce niveau-là. Le dernier Premier ministre français à venir au Cameroun, c'était Fillon. Il est venu en 2008, je crois. Et donc, pendant 10 ans, une dignité française n'est plus venue au Cameroun, alors que la France possède le pétrole anglophone qui est le centre du contentieux, alors que la France impose son calendrier comme seule voie dissidente par rapport à la communauté internationale qui toute veut des négociations. La France veut la décentralisation qui sera appliquée parce que ça lui permet de maintenir donc sa main mise sur le pétrole anglophone. Mais cela dit, il faut oui, mais vraiment... Patrice, est-ce que vous financez ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Parce que quand on vous entend, on a l'impression que vous êtes l'un des tenants de ce qui se passe en ce moment. Non, j'y viens, parce que ce que cependant le Cameroun oublie, c'est que lorsqu'on parle de citoyens, les citoyens ont des droits. Les citoyens n'ont pas seulement des devoirs d'obéissance, par exemple. Les citoyens ont des droits, et ces droits sont garantis pas seulement par la Constitution, mais aussi par leur honneur, par leur volonté de vivre, par leur suivi. C'est-à-dire, lorsqu'un État est en train de commettre un génocide, c'est le devoir fondamental des gens de s'organiser. C'est le minimal, parce que l'État commet un génocide contre des communautés. C'est ça, le génocide. C'est un crime commis contre des communautés. Alors la communauté a l'obligation fondamentale de s'organiser. Vous voyez, même si on ne parle pas de fausses communes, on parle des arrestations au faciès. J'ai plusieurs dizaines de témoignages enregistrés sur vidéo, n'est-ce pas, qui ont des Camerounais qui disent qu'ils ont été arrêtés, ont été torturés, ont été emprisonnés, ont été traités, n'est-ce pas, sur la base de leur tribu, c'est-à-dire parce qu'ils étaient bamileke, parce qu'ils étaient anglophones. Donc, il y a un impératif de se protéger d'abord, parce que l'État là veut vous tuer.
il y a un impératif donc de se défendre. Ça veut donc dire que la communauté doit s'organiser et cela s'appelle, c'est un droit légitime, ça s'appelle la légitime défense. Et c'est un droit fondamental de l'être humain. Il n'y a rien de scandaleux dans ça. C'est-à-dire que vous aidez ces personnes sur le terrain, vous leur apportez du financement aussi, c'est bien ça? Bon, je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Moi, je pense que tout être humain, d'une manière ou d'une autre, a l'obligation de s'organiser lorsqu'il est en péril, lorsque sa vie est en jeu, a l'obligation de s'organiser et de se défendre. Et ce n'est pas l'État qui commet le génocide qui va décider des instruments que cet être humain-là utilisera. Au contraire, chacun a la liberté, lorsque l'État commet le génocide contre lui, d'utiliser les instruments qu'il a à sa disposition pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir se défendre. Là, c'est un droit universel. L'État du Cameroun l'oublie souvent, mais c'est un droit universel. L'être humain ne peut pas se laisser tuer. Non. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement vous êtes dans une forme de dérive messianique? Parce que, est-ce que vous pensez une seule seconde que l'État du Cameroun va vous laisser transformer le Southern Cameroun en État d'Ambazonie? Comment pensez-vous que ce soit possible, Patrice? Bon, l'État du Cameroun n'est pas différent de la Somalie, n'est pas différent du Soudan, qui ont eu des scénarios identiques, parce que Siad Barre en Somalie voulait rester au pouvoir au prix de la division de son pays. Au Soudan également, El-Béchir voulait rester au pouvoir au prix de la division de son pays. Rappelez-vous qu'à un certain moment, Biya avait comme seul bilan la paix. Maintenant, la paix lui a échappé. Le bilan qu'il présente sur la table, c'est l'intégrité territoriale. Évidemment, il est prêt à jeter cette intégrité-là dans la poubelle s'il parvient à se maintenir au pouvoir. C'est que Siad Barre avait fait en Somalie et ce que El-Béchir avait fait également au Soudan. Mais cela, ça veut donc dire que ce qui a le moins d'importance pour lui, évidemment, c'est la vie des Camerounais. Mais pour les Camerounais, eux-mêmes, cependant, leur vie a une importance fondamentale. Revenons sur les fosses communes. Parce que lorsqu'on voit des vidéos qui montrent des gens qui sont enterrés dans des fosses communes, ça veut donc dire qu'on appelle une commission d'enquête indépendante pour le faire. Et seule une commission internationale peut le faire. Lorsqu'on voit des gens qui sont enterrés vivants, on appelle une commission d'enquête internationale pour le faire. Lorsqu'on voit un État qui empêche justement à l'ONU, c'est-à-dire à Mme Bachelet, qui empêche à Karen Bass, c'est-à-dire au Congrès américain, de venir voir ce qui se passe sur son territoire où on commet le génocide, ça veut donc dire que cet État est en train de cacher des choses. Ça veut donc dire que le dialogue, là, qui est un échec clairement, cache des choses qui devraient nécessairement revenir sur la table afin d'être analysées, afin que les responsables soient su, connus et punis. Et déjà, pour finir peut-être sur cet argument-là, j'aimerais dire que les crimes qui ont eu lieu au nord du Cameroun, n'est-ce pas, où une femme avec ses enfants avait été abattue et où les forces armées, en fait le ministère de la Défense m'accusait moi d'être celui qui a monté la vidéo. Ils avaient dit qu'ils feraient une commission d'enquête. Les résultats de cette commission sont où? Ils avaient dit que les soldats avaient été arrêtés. Ils ont été jugés quand? Vous voyez, donc l'État s'est discrédité lui-même, d'une part, sur l'accusation qu'il émet, sur les accusations qu'il émet, et puis d'autre part, sur sa capacité à rendre justice aux victimes. Alors, il nous reste 2 questions pour sortir de cet entretien, Patrice. Qu'est-ce qui, d'après vous, va se passer après le dialogue qui est en cours en ce moment, même au Palais des Congrès à Yaoundé? Est-ce que les revendications sécessionnistes vont continuer? Bon, évidemment, le dialogue, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui vont mesurer cet échec-là. La première, c'est que, est-ce que les leaders ambazoniens ont participé à ce dialogue? La réponse est non. Premier échec. Deuxième, est-ce que après le dialogue, les classes vont reprendre dans les écoles ou bien est-ce que les ghost towns vont cesser? 2 choses. Et je pense que, 1, les classes ne vont pas reprendre dans le nord-ouest et le sud-ouest. 2, les ghost towns ne vont pas cesser. Ça veut donc dire que le dialogue aura été une montagne qui aura accouché d'une souris. Qu'est-ce qui va nous revenir sur la table? Et c'est très bien que ce dialogue échoue. C'est très bien qu'il ait lieu. C'est très bien que ce soit Biya qui le mette sur la table. Il fallait qu'il échoue pour qu'on revienne finalement aux négociations, pour qu'on revienne finalement à la demande fondamentale d'une commission d'enquête internationale sur les crimes commis au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que ces 2 choses-là, c'est-à-dire les négociations et puis d'autre part une commission d'enquête, sont le fondement de tout État qui veut la paix. Et évidemment, celles-ci ne sont possibles que dans la mesure où, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mandat d'arrêt que Biya lui-même a émis contre les leaders ambazoniens est levé. Et donc, pour cela, il faut une force, c'est-à-dire il faut une puissance internationale qui serve de médiatrice. Des médiatrices, ce qui n'est pas le cas avec ce dialogue-là, qui est une farce. Alors, beaucoup vous trouvent très instable, Patrice Nganan, et pas très lucide. Vous avez des problèmes avec certains membres du MRC, vos amis
de la résistance, Boris Berthold, Angela Forbin, Richard Bonnat, Wilfried Ekanga, pour ne citer que ceux-ci. Quel est votre réel problème? Que leur reprochez-vous finalement? Bon, je ne reproche à personne, je donne mon point de vue. Je pense que le Cameroun n'est pas un État extraterrestre. Le Cameroun, c'est un État parmi les 53 États africains qui ont une histoire de conflits. L'Afrique connaît des conflits et a aussi des modalités de solution. Et donc, on ne peut pas traiter le Cameroun comme s'il inventait la poudre, n'est-ce pas? Le Cameroun n'a rien inventé. Et au final, le Cameroun est en train de faire ce que d'autres ont fait mieux. Et on ne peut pas poser sur la table du Cameroun des solutions qui n'ont pas marché. Et donc, le travail que moi j'ai en tant qu'écrivain, en tant qu'enseignant, en tant qu'intellectuel, en tant que professeur, c'est de remettre sur la table, n'est-ce pas, des choses qui sont sérieuses. Vous savez, le Cameroun n'est pas dirigé en fait par en jouant la guitare. Non, non, non. Le Cameroun n'est pas dirigé en parlant sur Facebook, etc. Ce sont des vies. On parle là de la vie des gens. On parle là des structures d'organisation. On parle là des gens qui sont responsables. Et donc, il faut remettre la responsabilité dans le débat général en remettant le Cameroun sur la table internationale et puis en comparant ce qui s'est fait au Cameroun avec ce qui s'est fait dans notre pays. C'est le travail que je fais. Je suis quand même professeur. Je veux dire, c'est le minimal. Hein. Mais on a l'impression que lorsqu'on n'est pas d'accord avec vos idées, vous vous en prenez à ces personnes-là, vous vous attaquez à tout le monde carrément. Bon, je veux dire, bon, excusez-moi, lorsque j'enseigne à mon étudiant, je n'attaque pas mon étudiant, je lui dis ce qu'il doit écrire. Il y a quand même une distinction. Au Cameroun actuellement, si on perd le pied, on compare le professeur à son étudiant, on compare quelqu'un qui possède une maison à son boy, je pense quand même qu'on n'est pas en train de restaurer l'ordre dans l'espace qui vit déjà une guerre. Vous savez, si on perd le sens de l'honneur, du respect, etc., en fait, on est dans le trouble, autant mental que politique, etc. Et moi, je suis un partisan de l'ordre. Et je suis un partisan vraiment fondamentalement de l'ordre. Et je crois qu'une société qui n'est pas ordonnée, où on ne respecte pas certains principes, où on ne respecte pas le savoir, on ne respecte pas les institutions, où on ne respecte pas le fait qu'un professeur vous parle, c'est une société qui n'a pas de substance. Où un guitariste peut venir et dire qu'un professeur qui, depuis 20 ans, enseigne, c'est un imbécile. Vous voyez, c'est une société qui ne sera prise au sérieux nulle part. Oui. Nulle part, vraiment. Oui, donc, il est temps de remettre sur la table le respect de ces choses aussi simples, qu'elles soient dans l'opposition ou bien qu'elles soient au pouvoir. Oui. Quels sont vos rapports, Patrice, avec le MRC? Quel rapport entretenez-vous avec ce parti politique? Ce sont des rapports d'intellectuels. Hein. Je crois que moi, je viens Est-ce que vous êtes membre du MRC? Non, je suis déjà citoyen américain, donc je ne peux pas être membre du MRC ou c'est l'un ou c'est l'autre. Le Cameroun a retiré mon passeport camerounais. Ça veut dire que je peux être membre d'aucun parti camerounais. Ça, il faut le dire. Mais moi, je viens d'une tradition d'écrivains inscrits dans la politique. Et de cette tradition-là, je sais ceci. Ce n'est pas les politiques qui donnent aux écrivains la ligne de conduite à suivre. Ça ne marche jamais comme ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les écrivains qui dictent même aux partis politiques les mots d'ordre à suivre et qui dictent les programmes politiques à suivre. C'est-à-dire quoi? Les écrivains, les penseurs, les professeurs, etc. problématisent des choses qui deviennent en fait effectives dans le programme, c'est-à-dire des partis politiques. Je vais prendre un exemple. Pendant à peu près 4 ans, j'ai laissé ma chaire aux États-Unis, je suis venu à Yaoundé balayer la cour des gens littéralement, aller dans des poubelles, c'est-à-dire dans des rigoles, etc., dans les waterhoops, comme on dit. Actuellement, tous les partis politiques le font. Le MRC le fait, le STF le fait, le RDPC le fait, etc. C'est comme ça que moi j'entends le rôle de l'intellectuel, de l'écrivain, c'est-à-dire qu'il donne un programme politique aux partis politiques. Et donc, par exemple, le MRC en a fait un chapitre sérieux de son programme de résistance. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Le RDPC également le fait. Je les vois balayer les routes. Il ne le faisait pas il y a 5 ans. Aucun parti politique camerounais ne le faisait il y a 5 ans. Donc, il a fallu qu'un intellectuel vienne, aille dans les waterroutes, ce qu'avant moi, les intellectuels camerounais ne faisaient pas parce que je n'ai jamais vu aucun dans les waterroutes. C'est la raison pour laquelle, voilà, peut-être vous collectez les fonds pour soutenir les prisonniers du MRC, c'est ça? Mais parlons-en. La collecte des fonds est fondée dans la tontine. Pour balayer dans les waterroutes, là, justement, je levais des fonds, c'est-à-dire je faisais la tontine, ce qui s'est transformé en une télévision, ce qui s'est transformé, n'est-ce pas, en un travail systématique d'organisation des tontines. Et moi, je souhaite, n'est-ce pas, que les partis politiques commencent à prendre les tontines comme étant le substrat qui leur donne une base morale. Parce personne ne comprendra jamais
qu'un parti politique, ça dit que les partis politiques au Cameroun ne soient pas inscrits dans les tontines. C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire, c'est absolument ridicule. Et donc, j'essaye de montrer ce chemin-là et je pense que les partis politiques devraient le suivre. Je ne pourrais pas le faire tout le temps parce que j'ai quand même mes enseignants. Mais bon, les enseignements à faire, j'ai mes étudiants à suivre, j'ai mes doctorats à suivre. Mais pour mon pays, je montre des chemins, je montre des pistes qui devraient être suivies. Et je crois que pour les tontines, je suis quand même le premier à le faire parce que j'ai commencé à le faire quand même en 2015. D'accord. Merci beaucoup, Patrice. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes en direct avec nous depuis New York, aux États-Unis. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, nous disons merci à toutes les équipes qui ont travaillé autour de cette émission. Technique, Gilles Lobissi, Rufao Mohamedou, ainsi qu'à la grande rédaction d'Afrique Inform. Vous pouvez continuer de souscrire au magazine des awards, des lauréats des awards d'Afrique Inform, qui sera produit en 20 000 exemplaires ventilés sur l'ensemble du territoire national. Et n'oubliez surtout pas de suivre toute l'actualité africaine sur les différentes plateformes d'Afrique Inform, mais surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos productions. À très vite. Autrefois en Afrique. Aujourd'hui, le monde évolue. Le monde change grâce à l'homme. Bien choisir, c'est déjà réussir. IU jette une vision, une ambition et un projet pour les métiers d'avenir. Rejoignez-nous, ensemble bâtissons l'Afrique. IUJET est situé à Bonamoussadi, rond-point Mahéture, WhatsApp 651 696 937, site internet www.iujet.cm.